Eh bien bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va venir résumer le neuvième cours magistral de développement de l'enfant et de l'adolescent. Alors je vais faire deux parties pour cette vidéo, enfin deux parties pour ce cours magistral. Euh, une première vidéo où je vais parler de l'écriture et de la rédaction, et une deuxième qui du coup sera certainement plus courte où je vais juste parler des compétences numériques. C'est juste pour éviter que la vidéo soit trop longue. Et on commence tout de suite avec l'écriture. Alors l'écriture fait partie des trois principaux apprentissages enseignés au CP. Il conditionne tout comme la lecture la réussite scolaire. Par exemple, dans une étude de Fayol et Miret en 2005, il a été montré que des enfants avec des difficultés en écriture avaient aussi de moins bons résultats en dictée. L'écriture est définie comme une activité complexe mettant en jeu différents processus et habiletés, une partie autour du geste graphique et une autre plus autour des aspects linguistiques. Au début de l'apprentissage, un socle commun vient lier la lecture et l'écriture. Les deux sont sous-jacents à une connaissance des lettres préétablie le plus souvent dès la maternelle. Un apprentissage à l'écriture des lettres peut aider aussi à mieux les reconnaître en lecture. Là, évidemment, on utilise euh, la mémoire, donc on se souvient de ce qu'on a écrit, hop, ça nous permet une meilleure reconnaissance, donc évidemment, dans l'apprentissage, la mémoire est forcément énormément impliquée. Comme pour la lecture, l'écriture va demander un coût cognitif élevé à l'enfant au début de l'apprentissage. L'automatisation de cette écriture, donc vers 8 ans, permet à l'enfant d'avoir plus de ressources pour la rédaction. Donc on en parlera après, il peut s'agir principalement de la cohérence des phrases, de l'orthographe. Plusieurs domaines du développement sont facteurs d'une bonne capacité d'écriture, notamment le développement cognitif et moteur. Des influences culturelles peuvent aussi jouer, comme le sens d'écriture ou encore le type d'information écrite. Par exemple, ça peut être des lettres ou des idéogrammes, comme dans le mandarin par exemple. Dans le domaine cognitif, le traitement perceptif, les capacités mnésiques ainsi que les fonctions exécutives, notamment la planification, peuvent aider l'enfant à faciliter l'apprentissage de l'écriture. Dans le domaine moteur, la latéralisation peut rendre plus difficile l'apprentissage. On peut par exemple penser aux gauchers où à une époque ils étaient forcés d'écrire de la main droite euh, pour que ce soit enfin le stylo plume pour pas que ça bave tout ça. Alors la maturation des articulations en suivant le principe proximo-distal permet à l'enfant d'écrire oui. La maturation des épaules et des coudes pour faire des grands gestes arrive avant la maturation des poignets et des mains, et des doigts plutôt, qui eux sont responsables d'une motricité plus fine. Alors l'apprentissage de l'écriture peut se résumer en l'acquisition de programmes moteurs permettant la production de différentes lettres. Donc là, ça implique bien évidemment la mémoire procédurale. Ces programmes moteurs vont être, entre guillemets, enregistrés, stockés dans la mémoire procédurale. Une bonne posture est aussi nécessaire, ainsi que le contrôle visuel de la trace écrite et le bon maintien du crayon. Donc là, bien évidemment, il y a un lien avec la maturation des articulations. Pour pouvoir maintenir correctement le crayon, il faut qu'il y ait une maturation des articulations au niveau du poignet et des doigts. Dès la maternelle, des activités viennent servir de base à l'apprentissage de l'écriture, en rapport principalement à la gestuelle. Des coloriages ou encore des mimiques avec les mains peuvent entraîner à la maîtrise de ses mains, donc notamment l'agilité des doigts et le traitement de l'espace. Donc des prémices de l'écriture apparaissent dans le dessin où l'enfant réussit à représenter des lettres dans ses gribouillis. On a l'URSA en 1980 qui a décrit différents niveaux d'activité prémices à l'écriture. Entre 20 et 24 mois, l'enfant fait le plus souvent des mouvements rapides et impulsifs liés à la maturation à cet âge uniquement des articulations des épaules et des coudes. De 2 à 3 ans, les articulations distales sont de plus en plus contribuées, ce qui permet des tracés plus petits. Donc, les articulations distales, c'est poignets et les doigts. La capacité à faire des boucles et des ronds est un bon signe de la maturation de l'utilisation du poignet. Donc on fait un tour avec sa main autour du poignet pour faire une boucle. De 3 à 6 ans, l'enfant commence à produire ses premières lettres, les différentes articulations se coordonnent mieux. À 4 ans, ces prémices se détachent du reste du dessin. Donc par exemple, on a des boucles bien spécifiées, détachées du reste du dessin. De plus, l'enfant peut dessiner ses lettres à partir d'un modèle, ou bien de manière spontanée. Donc là, encore une fois, ça appelle à bien évidemment la mémoire, l'enfant se remémore de la lettre pour la redessiner sans utiliser la moindre modèle.
Le tracé se précise de 5 à 6 ans avec de moins en moins d'erreurs, donc moins d'oubli de certaines parties de la lettre, pas de mauvais sens. Donc par exemple un Z du mauvais sens, voilà, ça ferait un S un peu pointu quoi. Donc l'apprentissage débute réellement au CP. À ce moment, l'enfant possède suffisamment de ressources pour mémoriser les programmes moteurs pour chaque lettre et a la capacité de produire des mouvements pour tracer ces lettres. Autrement dit, c'est bon, euh, la maturation est faite, quoi, la maturation des poignets et des doigts. L'enfant doit apprendre une procédure motrice par lettre. Cette procédure permet à l'enfant de connaître l'ordre de chaque tracé ainsi que la direction des traits. Donc là, par exemple, j'avais fait un petit truc. À la base, je voulais faire la lettre G, mais j'ai pris la lettre F parce que je trouve que je ne sais pas faire la lettre G en fait. Donc là, c'est un F qui est bien tracé. Après, vous pouvez dire que non, mais pour moi, c'est un F bien tracé. Et du coup, on peut se tromper, l'enfant peut se tromper dans l'ordre ou encore dans la direction des traits. Donc dans l'ordre, ça serait par exemple commencer à faire dans un premier temps déjà la petite boucle avant de finir par les deux autres grosses. Donc là, ça ressemblerait pas du tout à un F. Ou encore une mauvaise direction, c'est de faire dans ce sens-là, tout simplement. Voilà, c'était tout. Rien d'incroyable. Il doit aussi savoir comment enchaîner les différentes lettres entre elles. Donc là, c'est quand il écrit en attaché. La production de l'écriture est lente à 6 et 7 ans car cet apprentissage est lié et très coûteux pour les enfants. Les enfants se concentrent beaucoup sur l'art gestuel et vérifient visuellement si la lettre produite correspond aux attentes. Donc ça, on appelle ça le contrôle rétroactif, où ils regardent, après avoir écrit, si ça correspond bien, presque lettre par lettre. Donc vers 8 ans, l'écriture devient progressivement automatique grâce à la mémoire procédurale. Les programmes moteurs sont effectués plus aisément, sans vérification de chaque lettre. L'écriture devient ainsi plus rapide. Donc si on vérifie moins, on perd moins de temps, on écrit plus vite. Le contrôle devient alors proactif. L'écriture est pilotée par les programmes moteurs, automatisés, alors que le contrôle visuel de l'enfant se penche plus sur la gestion de l'espace, donc autrement dit, est-ce que l'enfant écrit droit, bien sur les lignes. Donc ça c'est la gestion de l'espace. Des progrès en écriture plus lents sont présentés jusqu'à 10-11 ans, où cette écriture des lettres devient toujours plus rapide et automatique. Donc là, on va maintenant un peu parler du contrôle du mouvement et de la récupération orthographique qui sont gérés différemment selon le moment de l'apprentissage. Au début de celui-ci, les deux vont être traités indépendamment. Tout simplement parce que l'enfant se concentre sur l'écriture lettre par lettre avant de vérifier l'orthographe du mot. Avec l'automatisation de cette écriture, les lettres vont être regroupées et les programmes préétablis à l'avance. Donc par exemple, le mot maison, ce qui va se passer avec cette automatisation de l'écriture, ça va plus être lettre par lettre, mais plutôt presque syllabe par syllabe, en graphème même. Donc le... Pardon. Hop, j'en étais juste au graphème, voilà. Donc l'enfant, oui, avec cette automatisation, il va pas faire lettre par lettre. Les programmes vont être en fait en fonction des syllabes. Donc il va y avoir par exemple un programme pour le « est » de maison. Et ce n'est qu'à partir de ce moment de l'apprentissage que l'on peut observer une interaction entre l'orthographe et les programmes moteurs. Pour mieux comprendre cette interaction, une étude de Kendall en 2018 nous a été présentée nous a été présentée en cours. Pardon. Dans cette étude, l'auteur fait écrire à des enfants euh, sur des tablettes graphiques permettant de mesurer l'affluence ou encore la vitesse d'écriture. Un traitement phonologique du mot vient contraindre les mouvements. Par exemple, le A de matin sera écrit plus rapidement que le A de main, qui lui n'est pas prononcé. L'association du A dans une syllabe où on ne l'entend pas, donc dans le 1 de main, lui demande un coût cognitif supplémentaire pour prendre conscience de l'écriture de cette syllabe, ce qui explique sa baisse de vitesse. Cette interaction est plus fréquemment observée entre 8 et 11 ans quand l'enfant commence à automatiser l'écriture mais que ses habiletés ne sont pas encore complètement matures, entre guillemets.
D'autres facteurs peuvent être responsables de l'interaction. On peut citer la fréquence d'exposition à un regroupement de lettres. Donc par exemple, peut-être que pour un enfant, ça sera difficile d'écrire le mot aft, tout simplement parce que c'est plutôt rare de voir cette combinaison de consonnes PHT collée comme ça en français. Mais aussi la fréquence d'utilisation des mots dans le langage courant. Donc par exemple, petite référence au cours de neuropsychologie, hurluberlu, c'est pas très commun dans le langage d'aujourd'hui, ce qui fait que pour l'enfant de 8 ans qui n'a pas trop entendu ce mot-là, donc c'est un mot plutôt rare pour lui, ça va peut-être être un peu complexe d'écrire ce mot. Ces autres acteurs, enfin facteurs plutôt, euh, ah oui, oui, en fait, pardon, là, en fait, j'ai écrit acteur et facteur, du coup, j'ai complètement bugué, donc pardon. Donc, ces autres facteurs entraînant l'interaction sont aussi souvent présentés autour de 8 ans. Donc, toujours à cet âge où l'automatisation se développe, on observe qu'une diminution du coût cognitif dans l'écriture en elle-même permet de libérer des ressources utilisables pour l'orthographe. Cette automatisation va aussi permettre une écriture plus fluide, mais aussi de permettre de créer des textes plus longs et cohérents. Une absence de cette fluidité d'écriture à 8 ans est à surveiller. Il peut s'agir d'un symptôme de la dysgraphie qui est à cet âge souvent lié à un TDAH. On passe maintenant à la partie rédaction. Donc, au cours d'une rédaction, de nombreux processus interviennent presque simultanément. Des processus simples et automatisés, comme les mouvements de l'écriture, une fois que l'apprentissage a été automatisé, et d'autres processus plus complexes, comme la sélection et l'organisation des idées. La production de texte est un apprentissage long et progressif. On peut citer l'exemple de l'apprentissage à écrire une rédaction scientifique, dans le cadre de TER, ou encore l'apprentissage à écrire des dissertations au lycée, notamment les bonnes vieilles dissertations de philosophie. Des différences sont observables entre des rédacteurs novices et experts. Les experts ont l'écriture et l'orthographe automatisées. Ils peuvent donc davantage se concentrer sur la sélection, l'organisation et la formulation des idées. Au contraire, un rédacteur novice est en surcharge cognitive car toutes les tâches sont coûteuses pour lui et lui demandent un certain contrôle. Il faut noter qu'être expert en rédaction reste relativement rare. Tout le monde n'est pas apte, par exemple, à rédiger tout un roman. Donc, cette rédaction se divise en 3 étapes successives. Nous avons la planification, la formulation et la révision. La planification consiste à préparer ce que l'on va écrire. Elle serait reliée à la mémoire de travail. Il a été montré qu'en forçant un rédacteur à rédiger un plan bien développé au brouillon permettait de diminuer la consommation de ressources pendant l'écrit. En effet, le rédacteur n'a plus qu'à réfléchir à comment formuler les différentes idées structurées. Malgré les effets bénéfiques pour la rédaction d'une bonne planification, celle-ci est peu présente dans la rédaction chez l'enfant et l'adolescent. À 14 ans, la planification ne représente que 10% du temps réel, du temps total de la rédaction. Un rédacteur novice va en réalité associer la planification à la formulation, autrement dit, il va réfléchir au fur et à mesure de ce qu'il rédige aux idées qu'il va dire ensuite. Le rédacteur plus expérimenté anticipera plus l'organisation des idées, de sorte à créer un texte structuré avec des liens entre les phrases. L'expert dissocie donc la planification de la rédaction, plutôt de la formulation. Donc la formulation d'ailleurs consiste à récupérer les mots et à structurer les phrases qui vont présenter nos idées. Ces deux composantes sont communes au langage oral. Cependant, les enfants rédigent des textes courts comparés à ce qu'ils peuvent dire à l'oral. Cela s'explique par la présence supplémentaire du geste graphique et de l'orthographe qui peuvent surcharger l'enfant cognitivement et lui faire oublier certaines idées qu'il souhaitait rédiger. L'orthographe est sans doute ce qui ralentit le plus les enfants dans leur rédaction. Cette orthographe devient complexe à rédiger quand quand les mots sont non transparents. Par exemple, quand il y a des accords dans les phrases, la conjugaison. Si des inégalités dans la langue sont présentes, ou encore lorsque les phrases sont formulées de façon complexe. Donc là, on avait l'exemple donné en cours. Exemple, les lions du dompteur dorment. Donc là, en fait, les lions, c'est le sujet, dorment, c'est le verbe, et du dompteur, donc le dompteur là, c'est le COI, donc complément d'objet indirect. Et donc, il faut accorder avec les lions, qui sont plus loin du verbe en fait.
Donc pour les enfants, ça peut être un peu complexe et ils vont souvent oublier de mettre le ENT pour les lions, mais ils vont accorder au dompteur, donc juste mettre un E, alors que dompteur est le COI. Le nombre d'erreurs diminue progressivement jusqu'à l'âge adulte. Pour finir, l'enfant distribuera les informations de façon séquentielle, sans hiérarchisation entre les idées. La révision consiste à détecter des problèmes durant la lecture de ce qu'on a écrit. Un diagnostic est ensuite posé dans lequel on compare ce qu'on a écrit à l'orthographe, euh, ah oui, à l'orthographe ou la conjugaison réelle. Donc en fait, on a une sorte de représentation réelle de ce qu'on a écrit et on doit comparer avec ce qu'on vient d'écrire. Il peut aussi s'agir de la détection d'une mauvaise organisation des idées. Bien évidemment, on termine par corriger notre écrit pour qu'il corresponde à nos attentes. Cette étape est très coûteuse en énergie car elle demande à l'individu de relire attentivement son texte, de venir récupérer en mémoire la représentation correcte d'un mot ou d'une conjugaison et de trouver ensuite une stratégie de correction. Donc là, sur l'ordi, c'est un peu plus simple, il suffit de revenir. Sur ordinateur, c'est très simple de corriger, on va dire. Après, les organisations d'idées, là, si on s'est trompé dans la formulation du paragraphe, là, c'est un peu plus complexe de corriger. Quand il est expert, l'individu va corriger ses fautes au fur et à mesure de son avancée dans le texte, en plus d'une révision finale. Alors pour conclure sur cette partie, l'expertise dans la rédaction permet de créer des textes plus structurés et plus cohérents. Les experts mettent cependant plus de temps, quelle que soit l'étape de la rédaction. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui. C'est cependant principalement dans la planification que le temps de traitement va s'allonger. Donc autrement dit, les experts vont être plus longs dans la partie planification, donc ça va être plus long et coûteux pour eux, afin d'effectuer par la suite une meilleure rédaction. Et donc c'est tout pour cette première partie du du cours magistral numéro 9. Et bien si vous voulez regarder la suite sur les compétences numériques, je vous invite du coup à regarder l'autre vidéo qui sera un peu plus courte sur les compétences numériques, donc la partie numéro 2. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, de bonnes révisions, et puis je vous dis à bientôt.